grand plaisir aujourd'hui de vous présenter Natacha. Bonjour. Chez qui je suis. Comme le chant des cigales le montre, nous sommes chez toi dans le sud. Et pourquoi Natacha? Tout simplement parce que c'est déjà une histoire de quelques années, Natacha et moi, et en tout cas professionnellement, puisque Natacha a un parcours très intéressant, un parcours personnel, professionnel, mais bien plus personnel, très intéressant, je trouve, que tu vas d'ailleurs nous détailler maintenant, dans les grandes lignes. Oui, tout à fait. Donc, ce qui s'est produit, c'est que j'ai commencé la formation en énergétique vibratoire avec toi donc en 2020. Et à partir de là, j'ai su que tu étais pranique, que tu ne mangeais pas. Et en fait, le midi... Alors, d'accord, dis-moi. Donc, formation professionnelle en soins énergétiques en 2020, où tu as mis le pied à l'étrier dans l'univers de l'énergétique, du point de vue soins, les auto-soins, les soins. Après pranique, je rappelle que tout le monde est pranique, manger ou pas manger, et que je ne mange pas, je rappelle aussi que ça ne m'empêche pas, si j'ai envie, toute liberté acquise bien sûr, de grignoter en termes de goûtage, grignotage, goûtage. S'il y a quelque chose, tiens, on t'a rendu visite aujourd'hui, si tu avais fait une spécialité locale de la région pour la famille la veille, et qu'il en reste, tu veux goûter? Oui. Ça ne m'empêche pas de goûter si ça m'attire de goûter. Voilà. Tout à fait. Mais cependant, pendant cette formation, la pause déjeuner, c'était un repas pranique sorti du sac. Voilà. Donc proposé, où les gens pouvaient manger ou découvrir la nourriture pranique avec le déjeuner pranique. Tout à fait. Et c'est vrai que ça fait toujours l'exclusivité, toutes ces années où j'ai animé cette formation. Je proposais une fois et tout le reste, sur toute la semaine, les stagiaires eux-mêmes me le réclamaient. Exactement. Ouais. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est ce que j'ai pratiqué avec toi. Donc je n'ai pas déjeuné pendant toute cette semaine de formation. Je mangeais simplement un petit peu le soir, du végétal toujours, puisque ça c'est quelque chose que je pratique depuis des années, je suis végétarienne, et je me suis sentie vraiment très très bien. Malgré l'intensité de la formation, qui demandait quand même de la réflexion, des prises de notes, voilà, eh bien je me sentais très très bien et la formation s'est parfaitement déroulée. En sachant que, alors on ne fait pas une présentation de la formation professionnelle soins énergétiques, mais c'est un point de départ que tu lances, en sachant que quand tu es toute la journée en soins énergétiques, il y a du nettoyage, il y a de rééquilibrage, il y a de la relance énergétique, donc c'est de la nourriture externe par le soin. Et c'est vrai que les étudiants en fin de journée sont eux-mêmes étonnés de ne pas avoir mangé à midi, d'avoir pris un repas pranique, méditation pranique à midi, et arriver à 17-18 heures de ne pas avoir faim. C'est ça, tout à fait. Donc de retour à la maison, j'ai continué à ne faire qu'un repas par jour. Et j'ai décidé de m'inscrire à une pause alimentaire avec toi, donc l'année suivante, en 2021. Et là, je t'ai rejoint durant l'été à Fontainebleau. Fontainebleau. Voilà. Donc là, ça a été mon premier processus pause alimentaire sur une semaine complète. Et je pourrais dire que je l'ai étendu à 10 jours, dans le sens où pendant 2 jours avant, 2 jours après, c'était vraiment très très léger. J'ai juste repris un petit peu de liquide pour rentrer à la maison, parce que j'avais pas mal de route et que ça m'a rassurée mentalement, mais c'est tout. Fontainebleau. Et comment ça s'est passé Fontainebleau? C'était en 2021, 2021, été 2021. Comment ça s'est passé Fontainebleau? Ça s'est passé, moi je dirais très bien, même s'il y a eu de fortes détoxinations. Avec quelques symptômes? Avec des symptômes, pour moi qui ont été quand même importants, et avec les peurs associées aux symptômes. Donc, mais comme il y avait en présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Gabriel, et qui venait pour prendre les constantes, et que j'ai vu que je n'étais pas en hypotension, que je n'étais pas en hypoglycémie, que tout allait bien, tous les paramètres étaient bons. Donc ça m'a rassurée, et j'ai vu qu'effectivement, je n'étais pas si mal que ça. Et pourtant, suite à cette semaine à Fontainebleau, au final, aujourd'hui, en 2025, t'en es où, toi et la nourriture? C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, avec un parcours au passage de psychanalyste. Donc, c'est ça, formation en psychanalyste. Voilà, donc tu es psychanalyste,
Hein, donc tu connais le cerveau, tu connais la rationalité, tu connais l'intuition, l'intuitif, les pensées, les émotions, le rapport au corps, les hormones, en étant qui plus est une femme, psychanalyste, formation énergétique, formation professionnelle en soins énergétiques. Donc tu mets le doigt dans l'énergétique. En parallèle, il y a tout cet univers de la conscience versus la rationalité qui te passionne tout à fait. dans ce domaine-là. Il y a la semaine de pause alimentaire pranique à Fontainebleau en 2021 qui a vraiment influencé ton rapport à la nourriture depuis. Complètement. Aujourd'hui, tu en es où en 2025, toi et la nourriture? Eh bien, elle est très très allégée aujourd'hui, cette nourriture, et je me sens beaucoup mieux dans cette façon de vivre. Le peu que je mange, en fait, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, beaucoup de présence et de conscience. Donc ça me nourrit d'autant plus. Je n'ai plus autant besoin de quantité. Donc tu me prends une fois par jour, un smoothie, voilà. Smoothie. Un smoothie. 5 litres? Non, 500 millilitres maximum. Un demi-litre de smoothie. Voilà. Fruits? Fruits, oui. Tu prends des légumes? Après, ça peut être aussi des jus de légumes, voilà, ça dépend des jours, ça dépend de la saison. Bon, en ce moment, la saison se prête bien pour les fruits ici en Provence, mais voilà, ça peut être des légumes aussi. Je peux alterner selon mes envies, en fait. J'écoute beaucoup aussi le corps, les envies. Ouais. Je reste dans la notion de plaisir et je me rends compte que j'ai de moins en moins besoin en quantité. Pour l'aspect convivial, je fais encore une fois par semaine ou tous les 10 jours un repas voilà, avec mon mari, avec la famille. Puis parfois il y a des anniversaires, il y a des festivités. Donc là, je suis là, je suis présente. Okay. À ce moment-là, je mange peu, très peu. Les gens le savent et ça se vit très très bien de cette façon-là. Bon. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce cheminement avec toi-même, en parallèle du professionnel? Alors, je ne fais pas ça pour le mettre à l'écart, mais je mets deux parallèles. Et il y a le cheminement au travers de la psychanalyse, avec ces dernières années. Il y a la formation professionnelle de soins énergétiques, donc l'usage externe de l'énergie, le prana, pour un soin ou pour un auto-soin. Tu fais un peu des soins énergétiques? Non, pas tant. Voilà, c'est plus, je m'en sers davantage au niveau de la psychanalyse, des séances à un niveau mental même, l'énergétique, mais à un niveau plus mental, de perception en fait mentale. Et puis il y a le processus pause alimentaire pranique. Tu as fait une semaine 10 jours en 2021 à Fontainebleau. Au final, est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que le processus pranique, c'est le processus de toute la vie? Parce que ça ne s'arrête pas à 10 jours ou à 21 jours, et quand bien même 21 jours, eh bien c'est pas rien, bien sûr, et ça ne s'arrête pas là, qui plus est que souvent au bout de 21 jours, il y a le petit diable qui revient au galop et que la plupart des gens retrouvent, entre guillemets, les mauvaises habitudes, donc il y a des choses à consolider après les 21 jours. Mais qu'est-ce que ça a apporté tout ça? Quel était l'intérêt pour toi de cheminer au travers de tout ça? Pour moi, c'était une recherche de liberté, d'autonomie et de confiance en soi. J'ai compris que ça m'avait énormément apporté de confiance en moi-même, en mes capacités, en mon corps, en son intelligence. Et ça rend énormément libre. Enfin, pour moi, ça m'a rendu énormément libre. Dans quelle mesure tu ne te sentais pas autant libre avant? Parce que je pensais qu'il fallait manger 3 fois par jour ou 2 fois par jour pour être en bonne santé. Que je pensais qu'il fallait vraiment avoir tant de calories, tant de minéraux, et j'avais tout le temps la peur d'être en carence. Tu pensais beaucoup avec ta tête? Énormément, très mental. Et très par rapport au milieu hospitalier aussi. J'ai travaillé quasi 20 ans au milieu hospitalier, donc pour moi il y avait des normes d'hygiène, de nutrition, de diététique. Et d'ailleurs ça m'a toujours énormément intéressée et passionnée. Pour ça, j'ai toujours fait attention à mon alimentation, qu'elle soit de qualité. Et justement, je focalisais là-dessus. Donc pour moi, le fait de ne plus manger ou beaucoup moins, je me disais que j'allais me mettre en carence. Aujourd'hui, avec à peine un smoothie par jour et un repas familial par semaine, ce qui est quand même pas rien, dans le si peu, par rapport à monsieur, madame, tout le monde qui est à 3 repas standards par jour,
Est-ce que ta santé s'est améliorée? Oui. Tu n'étais pas particulièrement en mauvaise santé non plus? Je suis quand même tombée malade en 2016. Oui. Oui, j'ai eu quand même une maladie assez importante, où j'ai commencé à perdre d'ailleurs la motricité du côté gauche. J'avais une hémiparésie. Je peux te demander, cette maladie, c'était quoi? Oui, en fait, c'est une lésion cérébrale. C'est un cavernome cérébrral, mais qui était passé inaperçu jusqu'à ce qu'il saigne en 2016. Donc là, j'étais en pleine activité professionnelle, j'étais aide médico-psy. Et il y a eu un saignement, donc j'ai commencé à me paralyser du côté gauche. Et c'est justement suite à cette maladie que j'ai eu un congé de longue maladie qui a duré 5 ans. Et c'est là que j'en ai profité pour me former à la psychanalyse, en fait. Et progressivement, à partir de cet arrêt maladie, j'ai vraiment commencé à être mon propre thérapeute, à prendre soin de moi et à prendre contact avec des personnes qui allaient m'accompagner et m'aider dans cette démarche, dont tu fais partie justement. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout les douleurs que j'ai pu avoir auparavant. Je me sens beaucoup plus souple, beaucoup de souplesse, beaucoup d'énergie, de vivacité, de clarté d'esprit. Enfin, ça n'a absolument plus rien à voir. Par rapport sur ces 5 dernières années, au tout début de ce binôme accompagnant-accompagné, aujourd'hui d'amitié on peut le dire, et aujourd'hui, est-ce que tu as perdu du poids? Est-ce que tu as le même poids qu'il y a 5 ans? Comment est-ce qu'on fait pour passer de 2 repas par jour, il y a 5 ans, à 1 repas par semaine et un smoothie de 400 mg par jour, sans perdre du poids? T'en es où dans le poids? En fait, là tout de suite, tu me fais prendre conscience qu'au départ, mon poids de forme, que je considérais comme le bon poids, où je me sentais bien, à la fois physiquement, visuellement et dans mon corps, dans mes mouvements, c'était 55, il ne fallait pas que je dépasse 56 kilos. Et aujourd'hui, en fait, je me pèse quand même régulièrement parce qu'il y a toujours le mental qui me rattrape sur la perte de poids, où je me dis, bon, il ne faut pas trop que je perde. À 52 kilos, je suis bien. Donc finalement, en 5 ans, j'ai perdu 3 kilos, quoi. Et à l'évidence, tu n'es pas anorexique? Et je me sens bien, et non, je ne suis pas anorexique. Je ne fais pas d'anorexie mentale, ni boulimique. Bon. Non. J'aimerais qu'on évoque rapidement, si tu le souhaites, quelque chose de pas banal, c'est d'avoir passé une semaine entière, jour comme nuit, si ça te va, bien sûr. En décembre 2024, avec moi mes 2 chambres séparées bien sûr, en retraite Kaya Kalpa. Selon la tradition bouddhiste tibétaine et hindouiste, et dans l'approche de la médecine ayurvédique indienne, Kaya Kalpa est quelque chose de très bon à la santé, qui stimule dans le noir l'hormonologie, qui amène un mieux-être au niveau de la santé, et qui amène des phénomènes très intéressants sur la confrontation mentale qui s'accroche versus conscience qui tend à s'expanser. Nous avons réalisé une semaine ensemble, chacun dans sa chambre, en décembre 2024. Est-ce que tu aimerais en parler de ça? Oui, parce que ça a vraiment été une expérience pour moi hors norme. C'était une des expériences que je voulais vivre, d'être plongée dans le noir et de m'apercevoir que finalement je n'y ai jamais vu aussi clair qu'en étant dans le noir pendant 6 jours, 6 nuits. Les angoisses qui peuvent être liées justement au noir, à l'obscurité, à tout ce qui est sombre, et bien finalement ça s'est complètement dissipé. Il y a eu beaucoup de repos et de détente au début, les premiers jours nuits. Et ensuite, alors moi je travaille énormément sur le rêve et sur le monde du rêve. Ça c'est vraiment des perceptions qui m'intéressent. Et il y a eu beaucoup de rêves très hautement symboliques pendant cette période. Rêve et perception du rêve me faisant penser à Carl Gustav Jung. Est-ce que c'est une référence pour toi? Oui, Jung, Freud, après les grands noms de la psychanalyse, beaucoup ont travaillé justement sur l'interprétation des rêves et sur les rêves. Et en chambre noire, ça a vraiment activé ces rêves-là en fait. Donc ça m'a permis d'aller plus profondément en intériorité. Et ensuite, quand j'étais éveillée, je repensais à ces rêves, je me replongeais dedans, dans les sensations, dans la vision du rêve. Donc pour moi, il y a vraiment eu beaucoup de prise de conscience, même par rapport à des angoisses que j'aurais pu avoir étant enfant, mais pas que, aussi par rapport à des très bons moments, de très joyeux moments. Ou par exemple, quand on est enfant, enfin moi je sais que j'aimais bien jouer dans le noir, par exemple, j'aimais bien avoir l'impression d'avoir des yeux au bout des doigts, et là c'était vraiment le cas. On est tellement plongé dans l'obscurité qu'on peut uniquement se repérer grâce... L'obscurité, c'est le noir total. Ah, mais total, noir oui. Total.
Donc on peut se repérer qu'avec le sens du toucher et la proprioception. Ça, le sens proprioceptif, il était vraiment très très actif. Pour les personnes qui d'emblée vont vouloir en savoir plus sur Kayakalpa, il y a bien sûr Jasmine qui organise des retraites de 10 jours de Kayakalpa en Thaïlande, au Tao Garden. On était censé, non pas y aller avec toi, j'étais censé y aller auparavant avec d'autres personnes. Ça ne s'est pas fait, étant intéressé par la question de la retraite dans le noir. Et puis, y ayant participé à une première retraite en mars 23 dans le secteur nord-ouest de Lyon, à 15 km de Lyon. Comment s'appelait le village? Je me souviens plus du nom du village. Donc c'est là où je t'en ai parlé et où j'y suis retourné avec toi. Donc Kayakalpa, très intéressant comme expérience, et lors duquel, selon la tradition bouddhiste tibétaine, il est question, grâce à cette immersion totale dans le noir, de construire le corps de lumière. Corps de lumière, on retombe sur l'idée du prana. Toi et le prana aujourd'hui, ça donne quoi? Ça fait 1 + 1 = 2, ça fait quoi? Alors, dans la triade, prana, conscience et on va dire alimentation au sens large, nourriture au sens large, nourriture au sens très large. Prana, énergie, conscience et nourriture. Comment tu vois ça? C'est un trio indispensable, c'est un trio, puisque tu évolues dans tout ça. Comment tu te situes dans ce trio, dans cette triade-là? Oui, complètement. Pour moi, c'est une très bonne triangulation qui se complète. Et pour moi, le résultat de ça, en fait, c'est énormément de joie et un mental qui s'apaise et qui devient à la fois plus calme mais plus performant aussi, parce que je conçois les choses aussi plus grandes, plus larges en fait. Donc énormément de joie, de liberté et de légèreté. Oui, de la légèreté, beaucoup de légèreté en fait. La Natacha d'aujourd'hui, 2025, versus celle de 2019-18, avant 2021-20. Tu préfères laquelle? Celle d'avant ou celle d'aujourd'hui? Celle d'aujourd'hui, sans réfléchir aucunement. C'est pas qu'elle n'était pas bien, c'est qu'il y a une évolution. Oui, bien sûr, il y avait encore beaucoup de choses inconscientes qui n'étaient pas, qui n'étaient pas mises en lumière en fait. Donc pas de regret d'avoir cheminé au travers de ces 5 dernières années dans l'univers de la nourriture pranique. Aucunement. De près, on fait de la pause alimentaire. De moins près, immersion dans le noir. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire, bien sûr, mais c'est quelque chose d'intéressant à connaître et peut-être à vivre. Ne serait-ce que 48-72 heures pour une première fois, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, moi, je n'anime pas et je n'accompagne pas dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu... non pas conseillerais, mais suggérerais aux personnes qui viendraient vers toi te demander de l'aide sur « je me sens pas si bien que ça dans ma vie, je me sens dans des limitations, voire peut-être pas bien dans le corps parce que le corps n'est pas au mieux de sa forme ». Bien sûr, en plus de lui dire « allez voir le médecin », qu'est-ce que tu pourrais suggérer au regard de ton propre parcours à toute personne qui viendrait vers toi pour être mieux avec elle? Bien déjà, je pense que quand la personne fait une démarche, demande de l'aide à quelqu'un, va vers quelqu'un, tend vers quelqu'un, c'est qu'il y a forcément quelque chose à en faire ressurgir. C'est qu'il y a un appel dans un travail bien souvent introspectif. Au départ, pas forcément, la personne peut très bien l'ignorer, elle ne le sait pas, mais en tout cas, il y a un appel intérieur. Et c'est surtout d'écouter cette petite voix parce qu'elle est extrêmement importante. Et je dirais, pour jouer avec les mots, que c'est elle qui nous mène sur notre voie, justement. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à y aller, à l'écouter et à s'entourer des personnes qui peuvent nous accompagner justement dans ce cheminement. Nourriture pranique, psychanalyse, Kayakalpa, rien de tout ça n'est obligatoire. Ce n'est pas un message pour dire il faut que vous fassiez telle et telle chose. Mais est-ce qu'au travers de nourriture pranique, psychanalyse,
psychologie, se poser des questions, s'introspecter, méditer. Est-ce qu'il n'est pas aussi question de joindre les deux bouts, non pas financièrement, mais joindre les deux bouts entre un passé avec des zones d'ombre, celui de l'enfance, le lot de tous au final, et aujourd'hui un adulte plus ou moins en équilibre parce que plus ou moins névrosé. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas des ponts à établir de manière à être plus libre? Tu parlais de liberté aujourd'hui, au présent, avec, tu parles de petite voix, avec son enfant intérieur, les fameuses blessures de l'enfance, blessures du passé. Oui. Tu as envie d'en parler? Les blessures émotionnelles. Alors, il est vrai qu'en psychanalyse, souvent, on en vient au fil des séances à parler de notre enfance, de ce qu'on a pu vivre étant enfant, puisque bien souvent, c'est là que l'émotionnel est très très actif et où les parents ou les éducateurs ne laissent pas forcément cet émotionnel s'exprimer. Ouais. Et là, c'est l'occasion justement de pouvoir reconnecter avec cet enfant et d'aller chercher ces émotions qui ont plus ou moins cristallisé ou qui ont fait des nœuds émotionnels. Ouais. Et ça, c'est très libérateur. Et ensuite, l'adulte que nous sommes aujourd'hui peuvent justement se réapproprier ses souvenirs et ses émotions et juste les accepter, les accueillir et les laisser se dissoudre tout simplement, puisque le corps, c'est avant tout aussi un corps émotionnel, l'émotion est dans le corps. Et de pouvoir la vivre, la ressentir, c'est quelque chose de vraiment très important, qu'on nous a parfois justement empêché de faire étant enfant par rapport à la société, l'éducation, voilà, les formatages. Toi qui as vécu une semaine de processus pranique avec moi à Fontainebleau, sans revendiquer la psychanalyse et sans prétendre faire de la thérapie, loin de moi et loin de ça, très loin, en pause alimentaire, en retraite pranique, mais toi qui as vu comment j'accompagnais, en collectif et en individuel, est-ce que la nourriture pranique, dans cette approche-là, en pause alimentaire, en retraite pranique, est une bonne chose dans le sens où ça permet de faire des ponts entre l'enfance et l'adulte, plus l'enfant est visité, plus il est mis à jour, plus l'adulte peut cheminer et se déployer sans être rattrapé par le passé. Complètement. Et même s'il y a un rattrapage du passé, mais là je vais parler que de moi, puisque finalement il s'agit toujours que de soi, étant donné que j'avais aussi dans l'enfance des peurs plus ou moins hypocondriaques liées à la maladie, liées aux symptômes, et que je n'avais pas été réellement rassurée sur tout ça étant enfant, et ensuite j'ai fait un parcours hospitalier, c'est pas pour rien, c'était aussi pour, voilà, c'était un petit peu ma thérapie personnelle pour apprendre plein de choses. Et d'avoir fait ce processus avec toi en tant qu'ancien infirmier, eh bien pour moi, c'était vraiment la personne idéale. Le fait de prendre des constantes, de vérifier que tout aille bien et de me rassurer à ce niveau-là, c'était ce dont j'avais besoin. Et quelque part, c'est un événement de mon enfance ou plusieurs que j'ai revécu en présence à ce moment-là et que toi, tu as su transformer en ce que j'appelle la fonction alpha, la fonction qui répare et qui donne un retour positif en fait des peurs que j'avais. Voilà. La fameuse fonction alpha. Du bêta, on transforme en alpha. Donc de quelque chose qui fait peur, qui est inintégrable, qui n'a pas été digéré quelque part, eh bien, le parent ou l'éducateur ou le formateur à ce moment-là le transforme en quelque chose d'assimilable. Et c'est tout à fait ce qui s'est produit. Est-ce que pour les puristes de la question des ondes cérébrales, entre le alpha et le delta, il y a quelque chose en plus dans le delta où tu mets tout ça au même niveau? Disons que l'alpha, ce serait plus quand même la créativité. Il y a toujours le travail de l'imagination, il y a toujours une forme de travail quand même, je vais dire, pas vraiment mental ou le mental, mais le mental intuitif en fait. Le delta, c'est quelque chose où vraiment c'est une méditation très profonde, où on est vraiment dans du repos, on est presque dans le passage aussi à l'endormissement. Où, voilà, les ondes sont encore plus impactantes. Plus impactantes, oui, tout à fait. Et moi, voilà. Après, nous, en psychanalyse, forcément, on travaille sur la fonction alpha, puisque ça passe aussi par le langage, par le verbal. Donc, pour ça, il faut une activité cérébrale quand même. Voilà, il faut que la personne reste là. Quoi. Voilà. Pas qu'elle parte trop loin. Oui. Ok, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être pour entre guillemets, un mot de la fin? Eh bien, si ce n'est de revenir sur cette petite voix intérieure, sur cet appel, quand il a lieu, de lui faire confiance et de tendre vers ça. Voilà,
de se dire que quand on a une demande, c'est qu'on a la réponse et la solution en soi. On a énormément de ressources et de capacités qu'on ignore bien souvent. Et c'est cette petite voix-là qui vient nous le dire. Qui dit petite voix intérieure, l'intériorité, dit aussi la corporalité, le corps, le rapport au corps. On ne va pas dissocier l'un de l'autre. La petite voix, ça se vit dans le corps. Un mot sur la corporalité, parce que retraite pranique, nourriture pranique, conscience, ce n'est pas faire que les gens deviennent perchés très loin là-haut et déconnectent d'ici, on est d'accord. Au contraire. Donc la spiritualité, la santé se vit avec le corps, au travers du corps, et la spiritualité se vit au travers du corps. Non pas dans un corps limité, limitant, enfermé, bien au contraire, mais déployé parce que mieux, quoi. Mieux, physique, mental, émotionnel, et spirituel est une résultante de tout ça. Mais un mot sur la corporalité, c'est important, le corps. Bien sûr. Pour moi, il passe justement par l'ancrage, d'être vraiment dans son corps, de le remplir pleinement, ce corps, et d'être à son écoute, parce que la petite voix, elle passe aussi par le corps. Le corps signifie des choses, il dit des choses, il vient raconter des choses. Donc c'est vraiment être à son écoute également. Et en prendre soin, c'est notre véhicule, finalement c'est notre plus fidèle et loyal compagnon du temps que nous sommes ici. Voilà. Quand on n'est plus là, c'est terminé, c'est fini, on se dit au revoir, mais tant qu'on est en vie, on est dans notre corps, donc c'est notre plus fidèle compagnon. Le message est passé. Prenons soin, sans limite, du corps d'abord. C'est d'abord la première, c'est surtout la première des spiritualités que de prendre soin du corps. Tout à fait. Tu l'as dit, ancré. Ok Natacha, autre chose? C'est bon. Merci à toi. Merci également. Sous le soleil des cigales chantantes. Belle journée à vous. Au revoir.